Bonjour. On continue les petites vidéos détentes de l'été. Et on continue avec tout ce que vous aimez, de la violence, du sexe, de l'art, de la morale. Et un peu de drogue. Parce que vous savez que là où il y a art et polémique, je suis comme un poisson dans l'eau. Or, il y a un sujet qui allie art et polémique, dont j'ai pas encore parlé. Ce sujet, c'est la dark romance. Mais si, la dark romance, vous savez ce que c'est? Vous en avez entendu parler. C'est un genre littéraire qui fait polémique. Et cette question à présent, connaissez-vous la dark romance? C'est un véritable phénomène littéraire. Il est question d'histoires d'amour torturées sur fond de violences physiques et sexuelles, des ouvrages qui attirent des millions de lecteurs, ou plutôt de lectrices, souvent très jeunes. Les personnages masculins sont dominateurs, jaloux, voire possessifs et bien souvent brutaux, voire franchement agressifs. Et donc il est évident que j'avais envie d'explorer ce genre. Il y a mes deux passions, l'art et la morale. Et je dois dire que je suis un tout petit peu curieux, parce qu'en général quand quelqu'un dit « oui voilà, faut pas lire ça, c'est grave et c'est problématique », j'ai juste une envie, c'est de le lire. Et puis surtout, on va pas se mentir, j'avais malgré tout de forts doutes que ce genre puisse être réellement un genre, on va dire, qui pose des problèmes. J'ai lu des choses tellement terribles chez Georges Bataille ou bien chez le Marquis de Sade que c'est pas ça qui me fait peur, hein, voilà. Et puis, pire encore que le Marquis de Sade, j'ai vu des films tellement tordus, dont nous parlerons à la fin, je vous donnerai la liste des films les plus tordus qui soient. Enfin, pas tous. J'en garde en réserve afin d'être toujours meilleur que vous, d'avoir toujours une longueur d'avance sur vous, mes petites sauterelles. Mais bref, je ne suis pas sûr que quoi que ce soit puisse me mettre mal à l'aise. Et encore plus si jamais c'est destiné à un public qui est assez jeune, et que ce sont des romances, donc un genre qui est quand même hyper calibré. Bref, c'est l'été, je suis en vacances, et j'avais mis sur mon bingo 2025 de faire 6 vidéos, ça c'est la 6e, donc ça va être bon. J'en ferai peut-être d'autres. Mais surtout de lire un livre par semaine. Et j'étais en retard. Et donc là, ça m'a permis de rattraper mon retard. Parce qu'en fait, c'est des textes qui sont destinés pour des ados ou bien pour des jeunes adultes. Donc en fait, c'est quand même d'une certaine facilité à lire. Je veux dire, t'es pas sur une œuvre complexe où tu vas t'interroger sur le sens profond. Non. D'accord ? C'est facile. Ça se lit extrêmement vite parce qu'il n'y a aucun moment donné où tu vas t'arrêter dans ta lecture, même si ça fait 500 pages. Et donc, vu que maintenant, à cause de Régis, je suis un TikToker, Régis a gagné. Il a détruit ma chaîne YouTube. Parce que oui, cet abruti, il vient et puis il me fait « Oui, vas-y, mais crée un compte TikTok, ça va te plaire et tout. » Bah oui, ça m'a plu. Enfoiré. Donc maintenant, à la place de prendre un sujet, de creuser pendant des heures, lire des livres, voir des films pour avoir des recommandations, et ben en fait, je fais un TikTok de 2 minutes. Il m'a brisé. Bref, donc sur TikTok, j'ai demandé de me faire des conseils de dark romance. Parce qu'il se trouve en plus sur TikTok que j'ai une audience un poil plus féminine qu'ici. Ici, vous êtes 95% de jeunes mâles. Alors que sur TikTok, vous devez être à 93%, un truc comme ça. Et vu que la dark romance, c'est quand même un genre qui est plus lu par les femmes, on va dire que c'était pratique. Et je n'ai pas demandé n'importe quelle dark romance, j'ai demandé les plus violentes. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si jamais il y a une polémique sur des choses qui doivent être interdites, c'est pas les trucs un peu gentillets qui doivent être interdits, c'est les trucs les plus violents. Et j'ai eu à boire et à manger. Mais surtout à manger. J'ai donc lu 10 dark romances, et je ne vais pas m'arrêter là, parce qu'en fait j'arrive plus à m'arrêter. Enfin, quand je dis 10 dark romances, c'est dark romance ou bien affilié, on me les a vendus comme tels. Mais je sais que voilà, le genre, bon, entre ce qui est vendu comme une dark romance, ce que les auteurs revendiquent comme une dark romance, et ce que les lecteurs considèrent comme une dark romance, j'ai l'impression qu'il y a un peu un monde. Parce que lorsque je faisais mes lectures, parce que j'ai fait des comptes rendus de lecture sur TikTok, allez voir, j'avais toujours des gens pour dire « Oui mais non, ceci n'est pas une dark romance, ceci est une romance psychologique. » On s'en fout. Est-ce que la fille se maltraitait ? Oui, c'est une dark romance, cherche pas. Ça rentre dans ma définition. Parce qu'en tout cas, dans la dark romance, il faut au minimum que l'héroïne se fasse un peu maltraiter. Et si c'est par le personnage masculin, c'est encore mieux. Et après, pour le reste, je laisserai les puristes décider de qu'est-ce qui est dark romance, de qu'est-ce qui ne l'est pas. Voilà, moi je viens uniquement pour Eros et Thanatos. Et vous savez, vu ma gueule, je ne lis pas de romance, d'accord ? Et donc en fait j'ai découvert un genre, avant même de découvrir le sous-genre de la dark romance, j'ai découvert un genre voilà, qui a ses propres codes. Par exemple, le premier code qui m'a choqué, c'est que c'est écrit au présent. Moi je savais pas qu'on écrivait des textes encore au présent de nos jours. Enfin si, je savais, je m'en doutais, mais voilà. En général j'ai des textes, des romans qui sont au passé. Non, là c'est au présent. Et c'est au présent à la première personne. Ce qui fait que le bouquin est rempli de dis-je, réponds-je, grommelais-je. Vous savez, les verbes du premier groupe, où on a fait une inversion sujet-verbe. C'est immonde. Je veux dire, il y en a partout sur toutes les pages. Dans le premier bouquin que j'ai lu, je les ai tous entourés. À un moment donné, je me dis, mais en fait, je deviens fou. Il y en a 5 par page. Arrête. Bon, ça surprend. Après, pour le 5e livre que j'ai lu, ça me surprenait quand même beaucoup moins. Mais sur le coup, un vrai choc esthétique, mais pas dans le bon sens du terme. Mais surtout, on m'a expliqué qu'en fait, ça fait partie du genre. Genre, les lectrices, elles aiment ça. Et les éditeurs demandent à ce qu'il y ait ça dans les textes. Il faut que ça soit écrit au présent et il faut qu'il y ait ces inversions sujet-verbe. Voilà, sinon ça va pas. On n'est pas vraiment dans une romance. Alors, face à une telle révélation, j'ai pas d'autre explication que chacun ses goûts. Hein, mais il y en a quand même qui sont supérieurs à d'autres.
Mais en tout cas, le retour que j'ai eu, c'est qu'en fait, les lectrices aiment ça parce que ça permet vraiment de s'identifier profondément. Et vous allez voir où je veux en venir avec ça. Vous me voyez gros comme une maison arriver avec mes gros sabots. Bon, ça permet une identification. Hein, voilà, elle s'identifie. Hein, voilà, et puis vu que c'est au présent, voilà, c'est immédiat, c'est spontané. Les sentiments, ils arrivent, les émotions, elles arrivent. Voilà, c'est pour la spontanéité. C'est incontrôlable. Ce que je peux comprendre. Mais moi, qui suis un vieux con, et qui fut un jeune con dans le temps. Si je veux écrire un texte et qu'à un moment donné je veux qu'on sente l'immédiateté, l'intensité de l'émotion, je vais utiliser un présent de narration et le reste du texte sera au passé. On passe un coup au présent pour montrer que c'est intense et on repassera au passé ensuite. Souvenez-vous de vos cours de collège. D'ailleurs, j'ai dit les lectrices, mais en fait, j'ai lu que des bouquins aussi qui étaient écrits par des femmes. En fait, je suis plongé dans un univers de femmes. Je me suis senti, genre, absolument pas à ma place. Genre, j'ai ouvert un truc que je n'aurais pas dû ouvrir. Ça ne m'était pas destiné. Je me sens comme un chien dans un jeu de quilles. Et je pense que le premier problème de la dark romance est là. C'est que c'est écrit pour des jeunes femmes, par des jeunes femmes. Et en fait, là, rien que par cet énoncé, il y a une forme de mépris de classe, parce qu'évidemment, ce ne sont pas les grands bourgeois qui lisent ça, mais également une forme de misogynie. C'est de la littérature pour gonzesses. Par des gonzesses en plus. Ah, quelle horreur. On a tendance à plus facilement mépriser un genre qui est lu uniquement par des femmes. Et c'est là où je pense que ça dérape. Parce qu'on s'inquiète en fait de qu'est-ce que liraient ces jeunes femmes, qu'est-ce qu'elles se mettraient dans la tête. Et en fait, on va ostraciser ce genre, voilà, en essayant de dire oui, voilà, mon Dieu, les jeunes filles se mettent des choses absolument horribles dans la tête. Mon Dieu, il faut l'interdire au moins de 18 ans. Mon Dieu, il faut l'interdire tout court. Mon Dieu, c'est un genre problématique. Avec bien sûr en fond toujours l'idée, oui voilà, il faut faire de la prévention pour la jeunesse, il faut les protéger. Et c'est sous cette même protection de la jeunesse que maintenant vous êtes obligé de rentrer votre carte d'identité partout. On cherche à vous contrôler. Parce qu'après tout, qui serait contre la protection de la jeunesse? Personne. Donne ta carte d'identité. Bref, et donc on se retrouve en fait avec l'idée qu'il faut protéger les jeunes filles d'elles-mêmes, protéger les jeunes filles de leur lecture. Et je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher d'y voir quelque chose d'un brin quand même réactionnaire. Parce qu'en fait, la volonté de contrôler ce que lisent les jeunes, c'est spécifiquement pour les jeunes filles. Personne va aller s'inquiéter, faire des vidéos, faire de la prévention pour tous les trucs de dark fantasy que lisent les ados. Pour toutes les BD avec des viols, avec des meurtres, avec des mecs qui ont un harem de femmes, ça on s'en fout. C'est pas important. On se dit pas, oui, bon là, quand même, c'est une représentation. Non, on s'en fout. Par contre, les jeunes femmes, si jamais elles se mettent à lire des trucs, oh mon Dieu, c'est tout de suite très grave. Alors peut-être que je me trompe, mais j'ai quand même l'impression que cette volonté de contrôler les lectures cible spécifiquement les jeunes femmes. Alors qu'en fait, c'est justement tout le but de la littérature, c'est tout le but de l'art, c'est de tomber amoureux de gens, en fait, dont on ne tomberait pas amoureux dans la vraie vie. C'est d'aimer des... Putain, il y a tout qui s'envole. C'est d'aimer des personnages qu'on détesterait dans la vraie vie. Il y a tout qui est mélangé maintenant. Il y a du maté dessus. Putain, j'aurais dû numéroter cette merde. Je veux dire, c'est la même chose lorsque t'es un garçon. Tu vas regarder des films noirs ou lire des romans policiers dans lesquels il y a une femme fatale. Vous savez, la grande blonde plantureuse et tout, etc., qui est prête à t'assassiner, à t'empoisonner. Voilà. Et tu vas prendre plaisir à tomber amoureux de cette femme qui, en fait, dans la vraie vie, tu veux pas sortir avec une femme qui va t'empoisonner juste, voilà, parce qu'en fait, elle sert un parrain de la mafia ou un truc du genre. Mais dans la fiction... Pendant le temps d'un film, pendant le temps d'un roman, tu te prends plaisir à te faire manipuler et à te dire que ce serait ton idéal féminin. Alors qu'en fait, pas du tout. Et heureusement. C'est tout le plaisir de l'art. Permettre des choses qu'on ne se permettrait pas dans la vraie vie. Bref, tout ça pour dire que je ne comprends pas la polémique autour de la dark romance. Mais voilà, de toute façon, est-ce que vous attendiez à ce que je comprenne un truc? Non. Mais en plus, je ne comprends tellement pas que j'ai lu donc des dark romances, on va dire les plus trash, les œuvres qu'on m'a recommandées comme étant les plus violentes, c'est-à-dire Monster et Le monstre du château de Brooks. Lisez pas ça, c'est une merde auto-éditée infâme. Monster, c'est un poil mieux quand même, mais c'est pas très bien. Et en fait, même là, je trouve qu'il n'y a rien. Parce qu'encore une fois, t'as un garçon, tu vas jouer à GTA, tu vas te taper des prostituées, tu vas aller les massacrer, ça pose pas de problème, tout va bien. Ah ben non, voilà, quand même c'est réactionnaire de dire que le jeu vidéo rend violent et tout. Voilà, je peux jouer à Fallout 2 et réduire des populations en esclavage, ou bien Stellaris. Là, il n'y a pas de souci, tout va bien. Mais bon, quand même, une jeune fille qui, pendant un après-midi, va se mettre à rêver de sortir avec un beau brun ténébreux, avec des tatouages et une cicatrice, et qui est super beau, super fort, et qui en plus, comme ça, s'intéresse à elle, parce qu'en fait, il sent qu'en fait, il est nerveux, mais elle le calme, et ça lui procure quelque chose. Bon, bah voilà, ça, mon Dieu, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse. Faut arrêter, c'est bon, détendez-vous. Alors l'argument qui est avancé, c'est que ça romantise des comportements qui sont dangereux. Des comportements qu'on ne veut pas reproduire dans la vraie vie. Autrement dit, des relations toxiques et des relations de domination extrême, avec de l'humiliation, etc. Voire plus, beaucoup plus. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas prendre des filles pour des connes. Moi, quand je lis Médée de Jean-René Lemoine, adorable, j'ai adoré, formidable. Moi aussi, je veux me marier avec une femme forte, une femme qui est une sorcière, qui en fait est après à découper son frère en rondelles pour aller s'enfuir avec moi, pour aller rapporter la toison d'or. Voilà, moi je rêve de ça. Et je rêve que si jamais un jour, comme ça, je la trahis, elle soit prête à découper mes enfants et à découper ma nouvelle femme. Voilà, je rêve de ça, je me dis, mais oui, c'est ça qu'il me faut. Et après, je me dis, ouais, en fait, bof, peut-être pas.
moyen. Et donc j'ai l'impression qu'on a un retour des livres qui rendent violents. Vous savez, au début, oh, mon Dieu, la radio, ça rend violent. Oh mon Dieu, la télé, ça rend violent. Oh mon Dieu, le jeu vidéo rend violent. Et maintenant, c'est nouveau les livres qui rendent violents. Et TikTok aussi. C'est du puritanisme. On veut contrôler ce que les gens se mettent dans la tête en disant, est-ce que c'est bien en accord avec la morale? Mais l'art n'a que faire de la morale. Si tu penses l'inverse, tu n'as rien à faire sur cette chaîne. Va plutôt voir une vidéo de Lien le Soleil. Bref, d'un côté, on s'émeut que les jeunes ne lisent pas, et leur stylise, on s'émeut de ce qu'ils lisent. Mais fichez-leur la paix. Je veux dire que lire la pire dark romance qui soit, c'est sans doute moins grave, on va dire, que d'aller boire des bières à 14 ans et faire du scooter avec Kylian. Il faut pas oublier qu'un ado est un ado, et que si vous lui interdisez un truc, il aura que plus envie de le faire. Déjà, moi, si vous m'interdisez un truc, j'ai envie de le faire. Alors en plus, un adolescent, mais vous imaginez bien un ado. Donc moi je pense qu'il vaut mieux faire des expériences tordues dans un univers bien sécurisé, bien protégé, c'est-à-dire dans l'art et dans la littérature, que dans la vraie vie. Hein. Et en plus, dans une littérature qui est extrêmement codifiée, hein, où en fait, voilà, tu peux pas trop dévier des normes. Parce que oui, les dark romans, j'ai déjà abordé la question, c'est extrêmement codifié. Je vous ai parlé donc du présent et des dis-je, réponds-je, grommelais-je, cognais-je, soupirais-je. Mais en fait, ça reste une romance, donc ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où l'héroïne va subir des exactions, elle peut subir toutes sortes d'exactions, hein, mais à partir du moment où c'est son mec qui les fait, très vite, on va basculer dans le champ lexical du plaisir. Je veux dire, t'as un parrain de la mafia, comme ça, il commence à se prendre à la fille elle va dire « Oh, mais il me fascine, oh, son attraction est tellement terrible, oh là là, mais qu'est-ce qui se passe en moi ?» Et après, elle prend beaucoup de plaisir, voilà. Donc en fait, bon, tu lis ça, tu veux pas, voilà. On sent que c'est des récits écrits par des femmes pour des femmes, et que tout y est totalement fantasmé. C'est centré autour du désir féminin, et des fantasmes féminins. Là-dedans, il n'y a pas de fantasme masculin, si vous voyez ce que je veux dire. Et en plus, au fur et à mesure qu'on avance dans l'intrigue, on enlève le côté un peu genre « Oh mon Dieu, mais il me repousse, il est tellement beau et tellement laid en même temps », c'est plus que il est très beau, hein, voilà, il est très beau, il est parfait, il est magnifique et tout, je l'apaise, il est magnifique, il me rend toute chose. Donc forcément, quand tu le lis, c'est pas dérangeant, parce que dans la construction de l'intrigue, parce qu'avec le vocabulaire qui est utilisé, ce n'est pas fait pour être choquant. Alors l'autre truc que j'ai entendu, c'est que la dark romance, c'est juste du porno, que si t'es accro à la dark romance, t'es accro au porno. Et en fait, absolument pas. En fait, vraiment, je pense qu'il faut se sortir ça de la tête, c'est-à-dire que pour en avoir lu donc 10, il y en a quand même très peu avec des scènes sexuelles qui sont explicites. Alors, il y a des romances où il y en a pas mal, genre je pense à L'ombre d'Adeline, où en fait c'est absolument ridicule. Je veux dire, il y en a toutes les 2 pages, et c'est des trucs où en fait les hommes frottent leurs dents contre le petit organe que les hommes ont du mal à trouver. Donc en fait, on n'est pas sur quelque chose de réaliste. Mais c'est de loin pas la majorité des bouquins. En tout cas, pas de ceux que j'ai lus. La plupart sont quand même vraiment gentillets. Ça dure un petit paragraphe, on raconte à quel point est-ce qu'il est beau, à quel point est-ce qu'il est belle, à quel point est-ce qu'il prend du plaisir, et on passe à la suite. Je veux dire que j'ai lu des trucs plus explicites chez Apollinaire. Donc bon. Et puis même parfois il y a des trucs hyper gore avec la nécrophilie, du cannibalisme, mais c'est pareil, c'est, voilà, en fait t'évoques le thème pour que ça paraisse sulfureux, tu vois, c'est un argument de vente, tu vois, il y a des trigger warning au début des bouquins, mais ouais, trigger warning, voilà, cannibalisme, nécrophilie et tout, là tu fais, oh mon dieu, mais ça va être tellement violent, et en fait, voilà, il y a une scène où le mec il bouffe un cadavre, qu'est-ce que je te dis, écoute, voilà, c'est 2 lignes, le mec il a bouffé un cadavre, on s'en fout en fait. Je veux dire qu'il n'y a rien, il n'y a strictement rien, c'est pas choquant, c'est rien, c'est une platitude absolue. En fait, il n'y a pas de construction de la tension, tu découvres, en fait, il y a une sorte de cannibalisme et tout. Non, c'est juste, voilà, puis il y a une salle, il y a un cadavre, on mange les cadavres, oh là là, c'est rigolo. En fait, le problème de tout ça, c'est que c'est beaucoup trop peu crédible pour que réellement il y ait un impact émotionnel. Et que le lecteur soit réellement mis en danger, je veux dire en danger, vois, quand tu regardes une œuvre qui est profondément troublante, tu te sens mis en danger, tu te sens que ça remet en doute toutes tes valeurs morales et tout. Là, c'est vraiment juste marqué pour choquer, et du coup, c'est juste en fait pathétique et drôle. Bon, est-ce que vous vous souvenez de cette vidéo de moi où j'expliquais que l'identification est une impasse esthétique? Et pour moi, c'est réellement là le problème avec la dark romance. Vu que c'est là pour répondre principalement, je veux dire, à une idée de fantasme très calibrée, en fait, tout est fait pour que la narratrice soit l'avatar de la lectrice. Ça fait donc qu'en fait, la narratrice n'a pas spécialement de personnalité. En général, elle est très forte, elle est très douée, elle est super belle, mais bon, voilà, elle n'a pas de personnalité, quoi. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a un caractère particulier, qui a des goûts particuliers, qui a des envies particulières. Tout est fait pour que ça soit une coquille vide dans laquelle toi, tu places ce que tu veux. Et en plus, c'est tellement criant que, en fait, pour moi, toutes les héroïnes, c'est à peu près les mêmes. 1 ou 2 éléments caractéristiques en plus, mais sinon, voilà. Genre de Rhapsody in Blue, elle aime la musique. Et en fait, je mélange toutes les héroïnes, pour moi, c'est toutes les mêmes. Mais même dans les bouquins qui font un petit effort, il y a quand même assez de place pour que la lectrice puisse s'identifier, pour dire oui, voilà, c'est moi. Et le personnage masculin est traité de la même manière, c'est-à-dire qu'en fait, oui, il a quelques caractéristiques qui sont toujours les mêmes, voilà, le mec il est un peu torturé, il a un passé sombre qui explique ça, et que l'héroïne va pouvoir apaiser, on va dire, ou pas. Mais le mec il est violent, il est possessif, c'est toujours le même mec et la même fille, toujours. Et donc avec ça, en fait, on verrouille l'émotion esthétique.
il n'est pas possible d'en ressentir, parce qu'en fait, on doit respecter des codes et des cases, ils sont toujours les mêmes. Le mec, il peut jamais être vraiment trop violent avec la fille, sinon c'est plus une romance. Il doit rester source de fantasme chez la lectrice. Vous doutez bien que si se met à la découper en rondelles, la fille va se dire, oh, bof, peut-être, peut-être pas en fait. De la même manière, l'héroïne, si à certains livres, je crois que c'est dans Monster, je me souviens bien, elle arrive un peu à prendre un peu le dessus sur le mec, mais jamais totalement, jamais indéfiniment. Si l'héroïne peut être une femme forte, il faut toujours que le mec reste au-dessus d'elle. Et de la même manière, bien évidemment, on ne franchit jamais certaines barrières morales. On joue un peu avec, tu vois, genre parfois on s'approche un peu de la limite, on se dit, oh, et là on dit, oh mon dieu, c'est hyper sulfureux, mais on retombe toujours du bon côté de la barrière, toujours. Et derrière l'immoralité apparente de ces histoires, j'ai quand même l'impression qu'on est quand même sur des petits récits un peu réactionnaires, un peu puritains. Je veux dire qu'en fait, on se retrouve toujours avec un couple hétérosexuel monogame, même si je ne doute pas qu'il y a peut-être des romances LGBT, mais j'en ai pas lu, on n'a pas conseillé. Et voilà, en fait, on retrouve son truc de famille nucléaire, parfois il y a des enfants ou des enfants qui sont envisagés, etc. On n'envisage pas forcément d'autres façons de fonder une famille, d'autres façons d'être en relation. Non, c'est ce petit cocon bien sécurisant, bien réactionnaire. Voilà, conforme-toi. Tu peux être un mec totalement dérangé qui torture des gens et qui mange des cadavres, mais voilà, bon quand même tu vas te mettre en couple et tu vas faire des enfants, ça suffit maintenant. C'est bourgeois, mais oui c'est bourgeois, qu'est-ce que je te dis, c'est bourgeois. Et les bourgeois, c'est comme les cochons. Et donc le genre verrouille vraiment la structure des récits, la forme, le fond. Mais j'ai l'impression que les maisons d'édition font quand même en sorte que ça corresponde. Voilà, on va pas éditer n'importe quoi, on va pas éditer des trucs où ce sera vraiment trop bizarre à la fin. Et en même temps, pour avoir lu des trucs auto-édités, vous savez que je suis totalement contre l'auto-édition. Donc là, en fait, c'est pareil, sauf qu'on rajoute les fautes d'orthographe, les fautes de syntaxe, l'histoire qui n'a aucun sens, la structure narrative qui n'est pas travaillée. Et ben, en fait, je comprends pourquoi les maisons d'édition verrouillent autant, parce qu'en fait, je veux dire, ça donne n'importe quoi. J'ai lu des trucs avec des sous-intrigues qui durent 2 pages. Genre la fille se fait kidnapper, allez, 2 pages plus tard quand même, elle est retrouvée et tout va bien. Tu fais, attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est vraiment nul. Donc là, je sors avec un a priori encore plus grand sur les livres auto-édités. Et à cause de ma nouvelle passion, l'algorithme TikTok me recommande que des vidéos sur des bouquins, j'ai vu passer pas mal de débats sur l'auto-édition. Et donc il y a des romancières qui se disent, bon bah voilà, moi j'avais prévu d'auto-éditer mon truc dès le départ, et il y en a d'autres qui le font, juste parce qu'elles ont essuyé beaucoup de refus. Ils disent, ouais mais en fait comment est-ce que je suis censé faire? En fait j'ai été refusé de partout, etc. Alors après, moi je peux comprendre que on a écrit un texte, on a passé du temps, on l'a relu, on l'a re-relu, on l'a fait relire, on a fait corriger les fautes, et on se dit, bon bah personne n'en veut, mais j'ai quand même une audience, j'ai quand même des personnes qui ont envie de le lire, j'ai envie de le diffuser, je peux comprendre. Moi je le ferai pas. Je veux dire, là, moi, mon objectif cet été, c'était d'écrire une pièce de théâtre sur Iphigénie. J'ai réussi, j'ai écrit ma pièce, elle est très courte, elle fait 7000 mots, mais pour l'instant, j'en suis content. Enfin, en tout cas, je suis content de mon premier jet. Je vais laisser mûrir un peu, et je vais la soumettre à des maisons d'édition. Si jamais je me prends des refus, je vais me dire que mon texte n'est pas assez abouti, ou que je corresponds pas, ou que le texte est trop court, ou que j'en sais rien, je vais me trouver une raison. Ou c'est de la merde, hein, peut-être, qui sait. Mais je vais pas l'auto-éditer. Déjà parce que je suis radin et j'ai pas envie d'avancer des frais, mais surtout j'ai pas envie que mon nom soit associé à une œuvre un peu bancale comme ça que tout le monde a refusé. Alors que comme disait Marcel Proust, lorsque tu fais une œuvre d'art, c'est censé être le meilleur de toi-même. Et je me dis, si le meilleur de moi-même c'est un truc bancal, que tout le monde dit non, on veut pas, voilà, je me sentirais vexé dans mon ego. Mais bon, après c'est moi. Vous faites comme vous voulez. Et vu que je ne suis pas dans une logique mercantile de me faire plein de fric, parce que oui, si vous avez une petite audience, voilà, on en a déjà parlé, c'est facile d'aller refourguer un e-pub à 15 balles et de se faire un max de fric, je préfère pas de livre qu'un livre-tier pourri. Avec une couverture moche, regardez la tête des livres en auto-édition, à quel point la couverture est laide. Graphiste, c'est un vrai métier, même à l'heure de l'intelligence artificielle. Bon, néanmoins, je tiens à dire que je serais absolument dégoûté si je trouvais personne pour éditer ma pièce. Bon, et pour revenir à la dark romance, je pense qu'en fait les tropes, ils appellent ça des tropes, mais en fait en gros c'est des clichés, je suis désolé, je fais pas la différence avec un cliché. Ça enferme les lectrices. Je veux dire que j'en ai vu pas mal dire, oui, non mais moi je ne lis que des ennemis to lovers. Moi j'aime quand le héros il est comme ça, ah il a pas le droit d'être blond, ah non il faut qu'il soit brun et ténébreux, s'il est blond ça va pas. C'est trop codifié, c'est une négation de l'esthétique. En fait j'ai l'impression que les lectrices lorsqu'elles font ça, elles font leur panier de courses. Voilà, elles ont des critères, et c'est comme si elles choisissaient un aspirateur. Alors, il faut qu'il fasse pas trop de bruit, faut qu'il aspire bien, faut qu'il soit pas trop cher. Elles font la liste de courses, et elles choisissent en fonction de ces critères-là. Alors qu'en fait, moi, c'est l'exact inverse. Lorsque je veux lire un livre, je veux être surpris. Surprends-moi. Fais-moi vivre des émotions que je n'avais pas l'intention de vivre. De l'art, quoi. Et donc, en fait, c'est là où je pense que malheureusement, la dark romance n'aide pas les lectrices à aller ensuite lire d'autres bouquins. Que ça soit d'autres lectures contemporaines ou bien des choses plus classiques. Voilà, parce qu'en fait, il faut absolument que ce soit un enemies to lover avec un beau brin ténébreux, bien calibré. D'ailleurs, c'est pour ça que sur TikTok, j'ai été très agréablement surpris lorsqu'en fait, des TikTokers se sont mis à parler des Nuits Blanches de Dostoïevski. Si vous savez pas, c'est une nouvelle qui est extrêmement courte, où en fait, il y a un mec, il rencontre une jeune femme qui est suicidaire, parce qu'en fait, son amant est parti, blablabla, et lui, en fait, il va essayer de la voir tous les soirs, à Saint-Pétersbourg, et il va tomber amoureux, forcément, parce que c'est un raté. Et si la fille au début elle est toujours sur son mec qui vient pas, au fur et à mesure elle se laisse un peu convaincre. Ah oui, pourquoi pas et tout, et puis à la fin, son mec officiel revient et elle quitte le niveau d'un coup.
boum, radical. Bref, c'est une histoire absolument tragique et terrible, sur la déception amoureuse. Et donc il y a même des éditeurs qui sont amusés à vendre la nouvelle Les Nuits Blanches et dans le domaine public, avec, tu vois, un petit logo avec marqué « Ouais, vu sur TikTok et tout ». Et ben moi je trouve ça très bien. Si jamais il y a quelqu'un, à la place de lire une dark romance, qui va lire ça, eh ben on aura tout gagné en tant que société. Et donc ça, c'est une nouvelle qui est hyper connue, qui a été adaptée plein de fois au cinéma. Une fois par Visconti dans un film que, franchement, me plaît pas. Une fois par Robert Bresson, pour moi, c'est l'un des meilleurs films de l'histoire du cinéma, c'est 4 nuits d'un rêveur. Et là, récemment, j'ai vu la version Nuit blanche sur la jetée de Paul Vecchielli. Alors, c'est moins bon que le Bresson, mais c'est bien meilleur que le Visconti. Alors, je préviens, c'est d'une austérité, mais incroyable, d'accord ? Donc ça raconte cette même histoire, que je trouve profondément touchante de base. Donc voilà, je suis à moitié acquis à la cause du film au départ. En plus, c'est un peu austère et tout. Je crois que ça se passe dans un port à Marseille, mais je suis pas sûr. Et je dois dire que j'adore, mais tout particulièrement la fin. Le moment où en fait le mec s'est dit « c'est bon, c'est gagné, je vais me mettre avec elle, on est amoureux, on s'aime ». Et où l'autre mec revient, le regard qu'elle lui jette et la musique qui se lève comme ça, c'est incroyable. Prenez-moi dans vos bras. Ma femme, oh mes désirs, vos soupirs, oh mon âme, oh ma flamme, oh mes désirs, vos soupirs. Serez-vous là chaque soir sur la jetée? Je vous y attendrai. Serez-vous là chaque soir sur la jetée? Je vous y attendrai. Je veux dire, on passe du bonheur absolu de « Oh mon Dieu, je vais retrouver la femme de ma vie » à « Non, elle te quitte ». Comme ça, en une fraction de seconde. Alors comme dit, si vous n'êtes pas habitué au cinéma austère, c'est peut-être pas la version à regarder en priorité. Néanmoins, il y a 2 séquences musicales, donc celle que je viens de vous montrer, et une autre séquence de danse que vous allez découvrir, que je trouve illumine le film, et vraiment lui font atteindre des sommets, voilà, vraiment une profonde émotion de ce que c'est que l'amour, de ce que c'est que d'être amoureux, et de voir l'autre partir au loin. Et donc, vu que la dark romance est un genre qui est trop pourri pour susciter de véritables émotions esthétiques, je vais vous proposer des films qui sont de véritables dark romance, voilà, mais qui ne sont pas marketés comme tels, et qui sont, elles, des films profondément dérangeants, et pour les détraquer, les vrais de vrais. Pour les vrais amateurs d'art, à côté desquels n'importe quelle dark romance est du pipi de chat. Parce qu'à la fin, ils n'ont pas des enfants et tout est bien qui finit bien. Non, on parle de films où il se passe des choses profondément horribles et terribles. On va prendre des valeurs sûres. Alors bien évidemment, ma liste n'est pas exhaustive. J'aurais pu citer des réalisateurs comme Brissot, un Brissot qui est un vrai détraqué, il était condamné pour ça. Par exemple, pour son film Choses secrètes, voilà, il a agressé des actrices. Néanmoins, le film a un petit intérêt. Mais nous n'en parlerons pas. Nous ne parlerons pas du fait qu'en fait, dans ce film, on a 2 filles qui se rencontrent et qui décident comme ça, en fait, d'utiliser leur pouvoir de séduction pour manipuler les hommes. Et là, tout à coup, elles rencontrent un super prédateur qui est plus fort qu'elles. Parce que oui, la plupart des mecs peuvent se faire manipuler par les femmes et elles peuvent les mener à la baguette. Et là, elles tombent sur un os. Bref, c'est un film qui n'est pas un chef-d'œuvre, la mise en scène est un peu bizarre, la photographie absolument dégueulasse, mais qui est profondément malsain et troublant. Un film de détraqué par un détraqué. Mais moi, je vais vous proposer 3 chefs-d'œuvre, on veut pas des films moyens, des chefs-d'œuvre. 2 films japonais, un de 69, l'autre de 82, et un film français, Cocorico, qui est sorti en 2016. Et on va commencer par le film français Malgré la nuit de Philippe Grandrieux. Alors c'est un film que j'ai vu récemment, là, il y a quelques semaines, et j'en ai aucun souvenir de l'histoire. C'est un film qui est purement sensoriel. Je me souviens pas de ce que ça raconte, mais je me souviens de ce que j'ai ressenti. En gros, c'est des hommes et des femmes qui errent dans Paris, on les voit, il y a des scènes sublimes où ils sont là, sur un balcon, sur les quais de Seine, avec une lumière absolument sublime. Et la séquence d'après, ils sont une sorte de tournage pour le film pour adultes, avec la fille qui se fait exécuter. Voilà, snuff movie. Et esthétiquement, le film ressemble à ça.
C'est visuellement incroyable, on reconnaît tout de suite que c'est Philippe Grandrieux, c'est le seul à réussir à filmer comme ça. On sent que c'est profondément malsain, on sent qu'il y a quelque chose qui va pas dans ce film. Il y a des êtres comme ça, ils s'aiment, ils se cherchent, ils se regardent, et en même temps, il y a toujours cette mort qui est au-dessus d'eux. Hein. Il y a l'Éros et il y a le Thanatos. Hein, voilà, la mort qui rôde. Que le plaisir est jamais vraiment très loin de la mort, de l'exécution. Qu'à côté du désir, il y a une sorte de danger profond. Bref, c'est une œuvre qui est profondément sensorielle. Vous embarquez pour un film qui est assez long et qui va vraiment vous broyer. Il va vous faire ressentir des choses que vous n'avez jamais ressenties jusqu'à présent. Donc en fait, finalement, l'intrigue à proprement parler, on s'en fout, c'est pas ça qui est intéressant, c'est décousu, c'est... Ce qui compte, c'est qu'il vous fasse totalement, fondamentalement vibrer. Mais regardez la tête de cette scène d'introduction. Quel film a ça ? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ça? Qu'est-ce que vous voulez faire de plus que ça? Et surtout, ce film, je crois qu'il est interdit au moins de 16 ans. Qu'est-ce que vous allez après dire? Oui, voilà, oui, les jeunes filles, il faudrait quand même pas qu'à 16 ans, elles lisent des Dark Romance. À 16 ans, tu peux regarder un film de Philippe Grandrieux où en fait, il y a des filles comme ça, elles sont kidnappées, elles sont torturées dans la forêt et après, elles sont exécutées. Voilà. Dans une ambiance des plus glauques. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Tu vas pas dire, oui, bon, ce film, non, faudrait l'intégrer. J'ai vu des gens qui disent, non, mais en fait, les Dark Romance, c'est après 21 ans. Hein, 18 ans, on n'est pas assez mature. Arrête. Grandrieux, c'est le mec qui arrive le mieux dans l'histoire du cinéma à filmer le danger, le mal, et à vraiment créer un rapport entre l'Éros et le Thanatos. Ce qu'échouent systématiquement les Dark Romance, c'est vraiment introduire ce côté dangereux, ce côté du mal, ce côté viscéral, ce côté propre à la mort dans les relations intimes. Et je ne peux que vous conseiller, alors j'ai cherché mon exemplaire, je ne l'ai pas trouvé, je ne sais pas où il est, l'érotisme de Georges Bataille, hein, pour vraiment tout ce qui est relation entre le sexe, la mort, la vie, et à quel point c'est la même chose, à quel point l'un ne va pas sans l'autre. Et là, Grandrieux, il l'a trouvé, il l'a prouvé, il l'a montré, c'est le meilleur. Et ce qui est formidable chez Grandrieux, c'est qu'en fait, on ne sait jamais si une scène de sexe va aboutir à la mort d'un des personnages, ou bien des deux, ou bien d'aucun. En fait, voilà, tout est là, tout est le danger, la mort, tout le temps. Et c'est ce qui fait toute la folie de son œuvre. Mais là, nous sommes clairement sur une œuvre pour les cinéphiles aguerris. Voilà, elle n'est pas pour tout le monde. Et elle est tellement pas pour tout le monde qu'elle est achetable en VOD sur Universiné, pour quelques euros. Par pitié, n'allez pas vous confronter à une œuvre aussi majeure, aussi importante, aussi troublante. De toute façon, ça dure 2h30. Soit vous êtes fasciné pendant 2h30 et vous ressortez changé profondément, soit vous faites chier. À ce moment-là, vous êtes responsable de votre propre ennui. Vous êtes trop médiocre pour apprécier des films aussi bons. C'est pas moi qui fais les règles. Je suis désolé. C'est comme ça. Dans le même genre de la relation trouble entre Eros et Thanatos, j'ai envie de vous parler de La Bête aveugle de Yasuzo Mazumura. Ce film-là. En fait, le pitch de base, c'est vraiment un pitch de Dark Romance. Il y a un artiste torturé, aveugle. En fait, il fait kidnapper une jeune femme pour lui servir, pour créer une œuvre d'art. Et la jeune femme, au début, elle a fait non, non, pitié, non, j'aime pas. Et puis finalement, il y a une sorte de syndrome de Stockholm qui commence à se développer. Je sais que le syndrome de Stockholm n'existe pas vraiment. Calme-toi, relaxe-toi. D'accord? On parle de fiction. Bon bref, elle commence à bien apprécier, elle commence à aimer, et il y a une relation toute particulière qui naît avec son ravisseur. Bon, jusque là ça va, hein, ça pourrait être Attache-moi, qui est un excellent film aussi, de Pedro Almodóvar, où il y a Antonio Banderas, qui kidnappe une fille dont il est amoureux, hein, je crois que c'est une actrice, et donc lorsqu'il s'en va, il l'attache pour pas qu'elle s'enfuit, et à la fin, la fille, elle tombe amoureuse, et puis elle lui dit « Attame », genre « attache-moi pour pas que je m'enfuis, pour que je sois sûr de rester, pour que je reste avec toi, même lorsque tu n'es pas là, que je ne sois pas tenté de m'enfuir. » Et ça, c'est profondément beau. Bref. Film chef-d'œuvre, Atame, Attache-moi. Bref, mais là en fait on va bien plus loin dans le film japonais là, parce qu'en fait Attache-moi c'est encore un film pour gens sains d'esprit. Là on est vraiment pour les détraquer, nous on veut des trucs pour les détraquer. Donc qu'est-ce qui se passe? En fait c'est que leur délire à eux, à ce couple, c'est la mutilation. D'accord, c'est qu'ils s'aiment tellement, c'est qu'ils sont tellement fusionnels dans une relation sur le corps, sur la souffrance, sur le truc qu'ils vont se couper. D'accord, ils vont se démembrer, ils vont se mutiler. Et d'accord, ils vont prendre du plaisir. La jouissance vient de la mutilation et de la mort. Voilà, donc là on est vraiment dans le Thanatos à fond. Là on a poussé à fond tous les curseurs. C'est un chef-d'œuvre. Visuellement, le film est incroyable. Je veux dire que là, on est réellement chez les détraqués, on n'est pas comme dans les Dark Romance où on est là, fait oui, voilà, la nécrophilie et le cannibalisme et tout, oh là là, c'est trop hardcore, alors qu'en fait, on s'en fout. Là, vraiment, c'est le cœur du film, c'est le centre du film. On n'est pas juste sur un petit thème qui est balancé comme ça pour choquer. Non, c'est profondément ce qui est important. C'est pas un argument commercial, là. Là, les amoureux se découpent en morceaux sans retour en arrière possible. Quel énorme kiff! Traumatisme garanti. Personne ne sort indemne de ce film. Je veux dire, si moi, je dois écrire une Dark Romance,
moi, ça sera inspiré de ce film-là. Déjà, on commence avec une première héroïne pendant un tiers du bouquin, et un tiers du bouquin, on la bute. Après, il y en a une deuxième qui vient, et après, ils se découpent en morceaux, ils prennent plaisir à se découper en morceaux. Ça, c'est mon pitch de base. Je suis à fond. Est-ce que j'ai le temps de l'écrire? Peut-être pas. Mais là, il faut les choquer, là. Ça suffit maintenant, les gentillesses. Et on mettra genre une rose sur la couverture, genre c'est trop glamour. Non, on parle de mutilation, monsieur. Et là, le dernier film dont j'ai envie de vous parler, forcément, on est sur un film de détraqué, donc il faut invoquer Wakamatsu. Et on est peut-être sur le film le plus immoral des trois. Parce que vraiment, on va rester dans une zone grise pendant tout le film. C'est absolument malsain. Ce film, c'est Piscine sans eau, qui est sorti en 82. C'est un film couleur de Wakamatsu, ce qui n'est pas forcément le plus fréquent dans ces films érotiques. Et là, le héros, il a rien d'un héros de Dark Romance, d'accord? Il est pas beau, il est pas fort, il est pas riche, il est pas puissant, il est pas tatoué avec une belle cicatrice et tout. Non, le mec, il est contrôleur. Hein, voilà. Il est là comme ça, il poinçonne les tickets dans le métro, je sais pas, à Tokyo, je sais pas où. C'est un mec normal et banal, ce qui le rend beaucoup plus effrayant. Ce genre de mec peut exister dans la vraie vie. Là, on est face à une menace, contrairement aux deux films précédents que j'ai cités, qui est beaucoup plus tangible. Et donc, c'est pas la première fois chez Wakamatsu, mais en gros, le héros va développer une obsession pour une fille, un peu comme dans n'importe quelle dark romance, sauf que lui, ce qu'il va décider de faire, c'est de tester en fait des drogues qui endorment la personne, et le soir, il va s'introduire chez elle, il va la droguer pour qu'elle se souvienne de rien, il va profiter et abuser d'elle, il va la laisser à poil dans son lit, et il va lui préparer le petit-déj. Le détail qui tue. Et c'est là où c'est moralement hyper douteux, c'est que la fille, en fait, elle aime bien avoir le petit-déj qui est prêt. Elle aime bien l'idée qu'un mec est amoureux d'elle et lui prépare le petit-déj le matin. Le mec, il lui fait même la vaisselle. Est-ce qu'on peut faire plus malsain que ça? La fille, elle ne sait pas qui est la personne, et lorsqu'en fait, on va lui proposer de porter plainte, elle va dire non, mais parce qu'en fait, si je porte plainte, la personne va être arrêtée, et le matin, il n'y aura plus personne qui va me faire à manger. C'est profondément perturbant et malsain. En plus, esthétiquement, c'est Wakamatsu, c'est magnifique, c'est hyper trouble, hyper torturé. C'est pour moi l'un de ses meilleurs films. Et c'est sans doute dans le haut du panier de ses films érotiques. Je veux dire, une dark romance avec tous les codes qu'elle doit respecter ne peut jamais être aussi trouble que ça. Elle ne peut pas se permettre d'avoir autant d'ambiguïté, d'être aussi floue moralement. À la fin, il faut quand même que le couple soit bien formé et que la morale soit sauve. Hein, on peut, comme dit, on peut manger des cadavres, mais ça peut pas se conclure sur un truc qui est aussi gris, quoi. Aussi peu satisfaisant et aussi troublant. Bref, la dark romance ne peut pas se permettre d'être de l'art. Ça, c'est comme ça que j'aurais conclu ma vidéo si hier soir je n'avais pas lu Credence de Penelope Douglas, qui est une des romancières les plus connues de dark romance. Et dans Credence, en fait, ça ressemble un peu quand même à Piscine sans eau. En fait, la dark romance, c'est quand même un genre qui est assez jeune. Et donc, forcément, il n'y a pas des chefs-d'œuvre tout le temps. Il faut laisser le temps au genre de se développer. Parce que là, on est en train de structurer les codes du genre. Et à un moment donné, les lectrices vont se lasser. Et il va falloir innover, tenter d'autres choses, se renouveler. Et avec Credence, on a une œuvre qui est déjà beaucoup plus dérangeante, qui est déjà beaucoup plus trouble. Parce que là, en fait, on n'est pas sur un truc, la fillette tombe amoureuse d'un gangster, d'un mec qui vient de la mafia et tout, qui est trop dark avec la petite cicatrice. Non, on parle d'une fille qui est coincée pendant plusieurs mois dans une maison aux États-Unis, coincée par la neige en hiver, avec son oncle et ses deux cousins. Voilà, je laisse ça là. Et après qu'il se soit passé ce qui doit se passer, la fille, elle est quand même bien contente, parce que quand même, son oncle, il est quand même bien sympa, hein. Il est tout gentil avec elle. Et c'est traité comme c'était absolument normal et banal. Et là, on a quelque chose d'esthétiquement intéressant. Parce que là, on touche un truc qui est réellement dérangeant. Alors, je vais pas adorer Credence, mais il y a moyen de faire quelque chose avec le genre. Il faut juste pousser un peu les curseurs. Voilà pour mon exploration du genre de la dark romance. Amusez-vous bien, avec de saines lectures et de sains visionnages de films.